Mes parents m'ont laissé affamé et seul, à 13 ans. À la mort de mon oncle, ils ont exigé des millions. Mais, la clause secrète de l'avocat, ne leur a rien laissé. Mes parents m'ont laissé affamé et seul, à 13 ans. À la mort de mon oncle, ils ont exigé des millions, mais, la clause secrète de l'avocat les a laissés sans rien. Mes parents m'ont abandonné, quand j'étais enfant, et la seule personne qui a pris ma défense, ce fut mon oncle. Des années plus tard, j'avais construit ma propre vie et mon entreprise. Et je pensais en avoir fini avec eux. Il s'avère qu'ils avaient d'autres intentions. Disons simplement, que les choses sont devenues chaotiques. Les gens supposent que, lorsque des parents abandonnent leur enfant, cela va se solder par un conflit dramatique, ou une dispute mémorable. Pour moi, ce fut juste un autre mardi matin glacial. Et je me suis réveillé dans un appartement vide, avec un mot sur le comptoir. Ma vie avait semblé normale, jusqu'à ce moment-là. J'étais Noah, j'avais 13 ans, et j'étais le seul enfant vivant avec mes parents. Mon père possédait un modeste parc de véhicules d'occasion, à quelques rues de là. Si vous êtes déjà passé devant l'une de ces entreprises, avec un bonhomme gonflable qui s'agite au vent, c'était essentiellement ça, son empire. Il prétendait être un magnate des affaires, pourtant, il passait la moitié de son temps à jouer dans les casinos, au lieu de vendre des voitures. Ma mère tenait une garderie, depuis son appartement. Elle a réussi à la maintenir un certain temps, mais, après l'aggravation de sa dépression, les parents ont cessé d'amener leurs enfants. Quand une nourrice annule 3 jours de suite, la nouvelle se répand vite. Au début, nous semblions être une famille normale. Nous avions nos soirées cinéma du vendredi, avec du pop-corn au micro-ondes. Des vacances en camping dans cette tente usée, qui fuyait quand il pleuvait. Et des brioches à la cannelle, le matin de Noël. Rien d'extravagant, mais c'était notre vie. Puis, des fissures ont commencé à apparaître. Je les surprenais à se disputer, tard dans la nuit. Papa rentrait à la maison de plus en plus tard, sentant toujours le tabac froid et la graisse. Plutôt que la cire pour solde concessionnaire. Maman passait plus de temps au lit, les stores fermés. Quand je posais des questions sur les courses, elle me disait de me contenter de céréales. Ou des quelques miettes qu'il nous restait. Papa promettait de changer les choses, chaque semaine. Les promesses étaient sa monnaie préférée, car elles étaient bon marché, et faciles à dépenser. J'essayais de rester constant, je maintenais mes bonnes notes. Je nettoyais l'appartement sans qu'on me le demande. Et je ne me plaignais pas de porter les mêmes chaussures. Jusqu'à ce que les semelles soient presque percées. Je supposais que, si j'étais assez parfait, il le remarquerait, et se reprendrait en main. Mais les enfants ne réparent pas les adultes, comme je l'ai découvert à mes dépens. Je me suis réveillé tard, le jour où tout a basculé. Personne ne m'a secoué, pour aller à l'école. L'appartement était vraiment silencieux. Trop silencieux. La porte de leur chambre était grande ouverte, ce qui était inhabituel. Car maman la fermait toujours lors de ses mauvais jours. J'ai regardé à l'intérieur, et la moitié du placard était vide. Les tiroirs avaient été vidés, ne laissant derrière eux que des chaussettes. Et divers petits objets. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un mot écrit par maman, Noah. Nous ne pouvons plus faire ça. Ton oncle Graham prendra soin de toi. Nous sommes désolés. 16 mots. C'était tout. J'ai composé le numéro de portable de maman, et je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai essayé le numéro de papa, déjà déconnecté. J'ai fouillé les lieux pour trouver des coordonnées, un carnet d'adresses. Ou quoi que ce soit d'autre. Rien. Il n'y avait plus que moi, le mot, et un silence de mort. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sur le canapé, à fixer le téléphone. Comme s'il me devait une réponse. Le deuxième jour, le propriétaire a débarqué, tambourinant à la porte pour le loyer. Je lui ai expliqué que mes parents étaient partis, mais il m'a regardé d'un air sceptique. Comme s'il n'en croyait rien. Il a marmonné quelque chose, à propos de contacter les services sociaux. C'est à ce moment-là que la terreur m'a frappé. Le troisième jour, j'ai abandonné,
et j'ai appelé la conseillère de mon école. Elle n'a pas perdu de temps. L'instant d'après, les services de protection de l'enfance frappaient à ma porte. Monsieur Barrett, le travailleur social, m'a parlé d'un ton calme. Comme s'il essayait de m'empêcher de m'effondrer. Il a passé des appels, a trié des documents. Et a annoncé qu'ils avaient trouvé le frère de mon père, l'oncle Graham. L'oncle Graham était devenu une sorte de nom fantôme, dans ma famille. Je l'avais vu peut-être 2 fois. Mes parents le décrivaient toujours comme quelqu'un de froid, de coincé. Et de trop obsédé par son entreprise de design de maisons de luxe. Il résidait dans un autre état, ne s'était jamais marié, et n'avait pas d'enfant. Mais devinez quoi? Il a été le seul individu à répondre au téléphone, lorsque les services sociaux ont appelé. Quand Graham est entré avec assurance, le lendemain matin. C'était comme si une toute nouvelle planète avait pénétré dans notre sombre appartement. Un véhicule noir garé devant, un costume élégant, des boutons de manchette en argent. Et des cheveux gominés en arrière. Il avait l'air plus à sa place dans une salle de conférence, que dans ma cuisine. Il a inspecté les lieux, a soupiré, et a dit. Emballe ce que tu peux porter. Le reste pourra être expédié plus tard. Pas de câlin ni de discours réconfortant, il est allé droit au but. Et c'est ainsi que mon enfance s'est terminée. Dans le calme, le désordre, et en compagnie d'un étranger. Qui s'est avéré être le seul adulte présent. Graham n'a pas perdu de temps. Pendant que le représentant des services sociaux remplissait des papiers. Il se tenait au milieu de notre salon exigu, comme s'il effectuait un contrôle d'inventaire. Il n'avait pas l'air triste. Il ne paraissait pas choqué. Il semblait simplement efficace. Une seule valise, m'a-t-il rappelé. Pas 2. Nous n'allons pas transporter des babioles. Je me souviens avoir regardé mes affaires, les photos sur mon mur, mes jeux vidéo. Et j'ai ressenti un mélange de panique et de rage. Mais, je n'ai pas discuté. Quelque chose, dans la façon dont il l'a dit, rendait évident qu'il n'y avait aucune place pour le compromis. J'ai fourré tout ce que je pouvais, dans une valise bleue délavée. Des vêtements, quelques livres, et une photo de moi et de ma mère, au parc. J'ai laissé tout le reste derrière moi. Les services sociaux s'en chargeront, a déclaré Graham. Sur le chemin de sa maison, il a à peine parlé. De temps en temps, il regardait dans le rétroviseur, et me demandait si j'avais faim. Ou si j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être à des mots réconfortants. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir été enrôlé dans un programme militaire. Que des ordres, pas de bavardage. Quand nous sommes arrivés chez lui, 3 heures plus tard, j'ai su que le terme maison n'était pas le bon. C'était une véritable demeure victorienne. Le genre de bâtisse que l'on voit dans un magazine historique. Une haute clôture en fer, un parc parfaitement entretenu. Et des statues en pierre que je ne pouvais pas identifier. Je suis sorti de la voiture, portant toujours le même sweat à capuche que je mettais depuis des jours. Et j'ai eu l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Graham est entré après moi, a fait une rapide inspection des lieux, et a dit. Ne touche pas les rideaux avec des mains sales. Le petit déjeuner est à 7 heures. C'est tout. Puis, il m'a laissé planter là. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'étais trop sur les nerfs. Tout me semblait éphémère, comme si, à la moindre erreur, il contacterait les services sociaux. Et m'enverrait ailleurs. Je suis resté éveillé, à fixer le plafond sculpté, me promettant de suivre ses instructions. Jusqu'à ce que je trouve une porte de sortie, au cas où j'en aurais besoin. Les règles ont été établies rapidement. Il fallait enlever ses chaussures dans la maison. Faire ses devoirs à un bureau plutôt que sur le canapé, et pratiquer le piano pendant 1 heure. Chaque jour. Peu importe que je n'ai aucun talent. J'ai enfreint pratiquement toutes ces règles, au cours du 1er mois. Pas exprès la moitié du temps. Mais simplement parce que je n'étais pas habitué à une telle discipline. Quand j'entrais dans la cuisine à 8 heures, la cuisinière était froide, et il lisait le journal. La cuisine ferme à 7h30, remarqua-t-il,
sans lever les yeux. Pas de cri ni de culpabilisation, juste des sanctions. C'était ça, le truc avec Graham. Il ne fonctionnait pas aux émotions. Il agissait plus comme un patron, que comme un oncle. Si mon travail scolaire n'était pas terminé, mes projets du week-end étaient annulés. Si je n'allais pas jusqu'au bout, je perdais mes privilèges. Il n'a jamais menacé de se débarrasser de moi. Cependant, c'était ça, la différence. Chaque punition avait une fin, et une fois terminée, la vie reprenait son cours normal. La première brèche, dans sa muraille d'acier, est apparue au bout de 2 semaines environ. J'étais dans ma chambre, fixant une vieille photo du jour du mariage de mes parents. Je ne l'ai pas entendu entrer. Il a remarqué que j'essayais d'essuyer mes larmes, discrètement. Au lieu de faire un discours, il m'a simplement tendu un mouchoir, s'est perché sur le bord du lit. Et est resté là, jusqu'à ce que je reprenne mes esprits. Il n'y a eu ni conseil ni pitié, seulement une présence. Étrangement, c'était bien supérieur, à n'importe quelle déclaration de compassion. La vie de Graham tournait autour de systèmes bien rodés. Whittaker Home Collection n'était pas qu'un simple magasin de meubles. Il avait créé toute une chaîne de boutiques de décoration de luxe, s'étendant sur 3 États. Il abordait tout comme une affaire, y compris moi. Le week-end, il me traînait à des réunions. Observe comment il parle, disait-il doucement. Regarde qui parle en premier, qui cède, et qui maintient le contact visuel. J'avais 14 ans, et on m'enseignait des techniques de négociation. Avant même que je ne maîtrise l'algèbre. Mais ne vous méprenez pas, il était extrêmement strict. J'ai été privé de sortie, pour ne pas avoir ciré mes chaussures avant l'école. Une fois, il m'a fait refaire une rédaction 3 fois. Parce que j'avais écrit le cool au lieu des efficaces. Et si je levais les yeux au ciel, il haussait un sourcil, et me faisait la remarque. Fais attention, Noah. Le monde ne va pas se plier à tes envies, simplement parce que tu es irrité. Mais il y avait quelque chose de solide, sous ce sarcasme. Contrairement à mes parents, il ne disparaissait pas quand les choses devenaient difficiles. Cette première année, je l'ai défié une centaine de fois, en séchant le piano. En regardant la télévision en cachette la semaine, tout en espérant qu'il ne me rejetterait pas. Comme mes parents l'avaient fait. Il ne l'a jamais fait. Il me punissait, mais il restait. Et, j'ai progressivement réalisé, que ce n'était pas un événement isolé. Avec le recul, la première année passée avec Graham a jeté les bases de tout ce qui s'est passé par la suite. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que j'étais passé d'un enfant abandonné dans un appartement miteux, à un habitant de manoir. Vivant avec un oncle sarcastique et obsédé par les règles, qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à me convaincre que je n'étais pas jetable. Même si je refusais de l'accepter à l'époque, une partie de moi a commencé à se demander si ce n'était pas une si mauvaise affaire. Graham n'était pas du genre à vous laisser tomber. Il a vérifié mes notes de l'école publique, et a essentiellement déclaré « ça ne suffira pas ». Avant même de m'en rendre compte, j'étais inscrit à la Westfield Academy. L'école était exigeante. Les cours étaient plus difficiles que tout ce que j'avais vu auparavant. Les enfants parlaient de leurs vacances d'été en Europe. Pendant que j'essayais encore de comprendre quelle fourchette utiliser au souper. Grâce aux exercices incessants de Graham sur l'étiquette à table. J'ai eu l'impression de me noyer, tout au long de mon premier semestre. Je passais des heures à mon bureau, à parcourir des manuels scolaires, et je m'en sortais à peine. La réponse de Graham n'était pas pleine de compassion. Un soir, je suis arrivé au dîner, virtuellement en larmes, à cause de démonstrations de géométrie. Il a posé sa fourchette, m'a lancé ce regard, qui me faisait sentir que je gaspillais de l'oxygène. Et a poursuivi, ta situation a changé indépendamment de ta volonté, mais la façon dont tu y réagis ne dépend que de toi. Saisis cette chance, ou gâche-la. Je n'investis pas dans les causes perdues. Cela m'a irrité, mais ça a aussi fait mouche. Il n'allait pas m'accorder des points de pitié. Si je voulais m'intégrer dans cette école, je devais travailler dur, ce que j'ai fait. J'ai utilisé l'argent de poche qu'il m'accordait, pour embaucher un tuteur parmi mes camarades.
J'ai créé des groupes d'études. Dès ma première année de lycée, je m'étais frayé un chemin, jusqu'au tableau d'honneur. Graham l'a remarqué. Il n'a pas dit bon travail, ni ne m'a tapé dans le dos. Il a simplement déposé un nouveau porte-document en cuir sur mon lit, un matin, en disant « Tu vas en avoir besoin ». C'était sa façon d'exprimer sa fierté. À la maison, la punition n'était pas facultative. J'avais l'habitude de croire qu'il était simplement contrôlant, mais j'ai ensuite compris que c'était pour m'entraîner. Il voulait que je sois brillant, organisé, et prêt à travailler à son niveau. Cela m'irritait au début, mais j'ai fini par réaliser que ces comportements m'offraient un avantage certain. À l'école, les professeurs faisaient des remarques sur mon excellente préparation. Mes camarades de classe se demandaient comment je pouvais toujours avoir des notes prêtes. Graham refusait d'accepter la médiocrité. Le véritable conflit a éclaté lors des inscriptions à l'université. J'avais prévu d'aller à l'université d'État. Un groupe de mes amis de Westfield y allait, et honnêtement, tout ce que je voulais, c'était quelque chose de familier. Graham n'était pas de cet avis. Il est entré dans ma chambre, un soir, a laissé tomber une pile de brochures de l'Ivy League et d'écoles de premier plan, et a dit « Postule pour celle-ci ». J'ai perdu mon sang-froid. Pourquoi tu t'inquiètes de savoir où je vais? L'université d'État est une école fantastique. C'est ma vie? Pas ton projet. Il est resté impassible. Bien sûr, tes amis pensent à leur vie sociale. Moi, je pense à ton avenir. Tu as du potentiel. Ne le gâche pas, en te cachant dans ta zone de confort. Cela a continué à m'agacer. Je n'ai jamais demandé à être ton projet. Peut-être que je veux juste être normal, pour une fois. Sa réponse fut froide et tranchante. Et je n'ai jamais demandé à être ton tuteur. Pourtant, nous y voilà. Je t'offre des opportunités que tes parents n'ont jamais eues. De rien. Cela m'a donné mal à la tête. Pas parce qu'il avait tort, mais parce que c'était la première fois qu'il reconnaissait l'évidence. Aucun de nous deux n'avait demandé cet arrangement, mais nous étions coincés avec. Et, à sa manière, il tentait de m'offrir une opportunité que mes parents ne m'auraient jamais donnée. Plus tard dans la soirée, il s'est enfin ouvert, ce qu'il ne faisait presque jamais. Il m'a informé que mon père était un mathématicien talentueux, qui n'avait pas pu aller à l'université en raison de contraintes financières, et qu'il travaillait dans une station-service, pendant que Graham recevait la bourse d'études. Il m'en a voulu pendant de nombreuses années, a fait remarquer Graham. Ta mère était intelligente elle aussi. Mais ses perspectives se sont taries. Je ne laisserai pas cela t'arriver. Entendre cela a tout changé. Cela ne l'a pas rendu plus chaleureux, mais cela expliquait pourquoi il me poussait si fort. Pour lui, il s'agissait de bien plus que de moi. Il s'agissait de briser le cycle. J'ai fini par postuler à cette école, juste pour prouver que je n'étais pas intimidé. J'avais 5 options, et j'ai choisi Northwestern, un bon mélange de prestige et d'éloignement. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, Graham n'a pas souri, ni applaudi. Il m'a simplement tendu un stylo, et a dit « Signe là. Les frais de scolarité sont couverts. » Il n'y a eu aucun drame, ni effusion de sentiments, juste de l'action. Je ne pouvais pas le nier, peu importe à quel point je voulais protester. Son approche fonctionnait. Au moment où je me préparais pour l'université, j'avais bien changé. Depuis l'époque où j'étais cet enfant, débarquant dans son manoir avec une seule valise. J'étais plus brillant, plus confiant, et peut-être plus semblable à lui. Que je ne voulais bien l'admettre. L'université fut la première fois où j'ai eu l'impression d'avoir de l'espace pour respirer. Northwestern n'était pas une école facile, mais comparé à la maison de Graham, c'était gérable. Je savais comment me lever tôt, gérer mon temps efficacement, et travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Pendant que certains jeunes manquaient des cours, parce qu'ils avaient fait la fête trop tard. J'arrivais avec mon porte-documents à la main, avec déjà 5 longueurs d'avance. J'ai rejoint des clubs, je me suis lancé des défis avec des projets de groupe.
Et j'ai découvert que j'avais un talent pour le design et la stratégie marketing. Les leçons de Graham, du type Observe tout, ont porté leurs fruits. Je pouvais décrypter une pièce, deviner qui mentait, et utiliser le silence pour forcer les gens à combler les vides. Grâce à cela, les présentations ressemblaient davantage à des négociations. Ce que les instructeurs n'ont pas manqué de remarquer. Graham ne s'est pas beaucoup adouci pendant mon absence, mais la distance a modifié notre relation. Nos appels sont devenus moins formels. Il faisait parfois une blague sarcastique. Quand je me plaignais de la nourriture de la cantine, il remarquait « Tant mieux. Considère ça comme un entraînement pour le monde réel, où tout a un goût fade. Si tu fais les choses correctement. » Je travaillais chez Whittaker Home Collection, tous les étés. Graham ne me confiait pas seulement des tâches faciles. Il me faisait passer d'un département à l'autre, comme s'il me mettait à l'épreuve. Les inventaires un été, les négociations avec les fournisseurs l'été suivant, puis le marketing. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, je connaissais l'entreprise de fond en comble. Après l'obtention de mon diplôme, je suis retourné vivre au manoir. Cette fois-ci, non pas comme un enfant perdu, mais en tant que nouveau directeur marketing de l'entreprise. Nous avions une routine. 2 hommes indépendants, partageant une maison. Parfois, nous dînions ensemble, et d'autres fois, nous nous croisions simplement avec un hochement de tête. C'était agréable, strict, mais vraiment agréable. Au cours des 6 années suivantes, j'ai gravi les échelons. D'abord en tant que directeur marketing adjoint, puis comme chef de l'ensemble du département. Nous avons lancé 2 nouveaux formats de boutique, mis à jour les relations avec les fournisseurs. Et mis en place un moteur de commerce électronique très rentable. À ce moment-là, j'avais 27 ans. Puis, tout a basculé. Graham m'a fait asseoir un soir, anormalement silencieux, et a prononcé le mot leucémie. Pas de préparation, pas de ton apaisant, simplement les faits. C'est un stade avancé. Le pronostic n'est pas bon. Les traitements feront gagner du temps. Mais ne guériront rien. Ça m'a frappé comme un camion. Mais Graham ne cherchait pas la compassion. Il a géré la situation, comme n'importe quel autre problème commercial. Nous mourrons tous, a-t-il expliqué. Les seules variables sont de savoir quand, et comment nous utilisons le temps qu'il nous reste. Avant que cela n'arrive. Après cela, nos rôles se sont inversés. J'ai pris la responsabilité de veiller sur lui. Les médicaments, les visites chez le médecin, m'assuraient qu'il mangeait bien. Graham levait les yeux au ciel, chaque fois que je le lui rappelais. Mais il ne s'est jamais opposé à moi. Il savait que je dirigeais les choses à sa manière, c'est-à-dire de façon directe et rigoureuse. Au travail, il m'a progressivement passé les rênes. D'abord, sur des projets mineurs, puis sur l'ensemble des prises de décision. Il ne restait pas sur mon dos. Si je faisais une erreur, il me la faisait remarquer avec sarcasme, avant de me laisser la corriger. Les employés, qui me considéraient auparavant comme le petit jeune, ont commencé à venir me voir en premier, une fois que Graham a rendu évident que je n'étais pas là pour faire de la figuration. J'étais l'avenir de l'entreprise. La maladie l'avait dépouillé d'une partie de son armure. Pas entièrement. Même s'il était branché à des perfusions, il continuait à lancer des remarques narquoises. Mais, dans les moments plus calmes, il révélait un côté de lui, que je n'avais jamais vu. Alors que je l'aidais à se mettre au lit, un soir, il a saisi mon poignet avec une force surprenante, et a murmuré, « Tu as été le fils que je ne me suis jamais permis d'avoir. » C'était la façon qu'avait Graham, de lâcher une bombe sentimentale. Je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai seulement hoché la tête, car prendre la parole, aurait semblé artificiel. 8 mois plus tard, il n'était plus là. Il s'est éteint paisiblement. Les funérailles n'ont pas été grandioses, il y avait surtout des partenaires commerciaux. Quelques parents éloignés, et le personnel qui l'admirait. Je me tenais au cimetière. Comprenant que l'homme que mes parents avaient toujours décrit comme froid et arrogant était le seul qui avait répondu présent, le seul qui m'avait véritablement forgé.
pour que je devienne quelqu'un capable de voler de ses propres ailes. Le manoir semblait vide, sans ces remarques cinglantes qui résonnaient dans les couloirs. Je me surprenais à mettre de côté des choses que je pensais qu'il apprécierait. Ou à planifier mentalement la façon dont je lui parlerais d'une nouvelle technique. Avant de réaliser qu'il n'était plus là. Mais, que je sois en deuil ou non, je n'ai pas négligé mon entreprise. Si Graham m'avait appris une chose, c'était que l'action compte bien plus que les mots. J'ai donc honoré sa mémoire, en gardant Whittaker Home Collection solide. Et en dirigeant les affaires comme il me l'avait enseigné. Avec perspicacité, avec discipline, et sans jamais faire les choses à moitié. Telle a été ma vie, pendant 3 semaines. Les affaires, la solitude, et la lourdeur d'une maison vide. Puis, la lettre de l'avocat est arrivée. Une lecture de testament était programmée. J'ai supposé qu'il y aurait moi, quelques partenaires commerciaux. Et peut-être 1 ou 2 œuvres de charité. Je n'avais aucune idée que mes parents étaient sur le point de revenir dans ma vie. Des semaines ont passé, avant que je ne reçoive un appel de Caldwell, l'avocat de Graham. Sa voix semblait calme et préparée, comme s'il avait prononcé ce discours une centaine de fois. Noah, il est temps de lire le testament de Graham. J'aurai besoin de vous au centre-ville. Vendredi prochain. J'ai répondu bien sûr, avant de raccrocher. Je n'y ai pas trop pensé, jusqu'à ce que le vendredi arrive. Je suis entré dans le hall en marbre, et j'ai repéré 2 personnes. Que je n'avais pas vues depuis 15 ans. Ils n'étaient pas invités. Ils ont interrompu la lecture du testament de Graham. Ils ont fait tellement de bruit dans le foyer, que Caldwell leur a permis de s'asseoir, afin de pouvoir acter officiellement leur absence de droit. Mes parents, ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Ma mère portait un blazer, qui criait le chic des magasins d'usine. Avec des perles qui se balançaient. Comme si elle passait une audition pour le rôle de la grand-mère riche. Mon père portait un costume bleu marine trop serré, la mâchoire crispée. Comme s'il s'apprêtait à conclure une affaire. Leurs regards se sont fixés sur moi, et se sont figés. Noah, a haleté ma mère. Regarde-toi, mon chéri. Papa a fait un signe de tête sec. Tu as bien grandi. Ouais, c'est ce qui arrive quand on nourrit un enfant. Au lieu de le jeter dehors avec un sac poubelle, ai-je répondu. La secrétaire a cligné des yeux, l'air gêné. Et nous a conduits dans la salle de conférence de Caldwell. Une longue table, des documents juridiques soigneusement empilés, et Caldwell en bout de table. Dans son costume impeccable, ajustant ses lunettes, comme s'il se préparait à désamorcer une bombe. Il s'est éclairci la gorge. Merci d'être venu. Nous sommes ici pour lire les dernières volontés et le testament de Graham Whittaker. Ma mère a levé la main, comme si elle était à l'école. Avant que vous ne commenciez, nous sommes les parents de Noah. Graham est peut-être intervenu. Mais de toute évidence, la famille a des droits. J'ai eu un sourire en coin. Ah oui, vous vous en souveniez il y a 15 ans, ou juste aujourd'hui? Caldwell a ignoré la pique, et a ouvert le dossier. Il a lu d'une voix posée, sans faire de fioritures. Graham Whittaker lègue ce qui suit à son pupille légal, Noah Grant. La résidence principale évaluée à 8 millions de dollars. Des économies en espèces s'élevant à 2 millions de dollars. Et 70% des parts de Whittaker Home Collection, évaluées à environ 45 millions de dollars. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme de la fumée. Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. Mes parents sont restés assis, pétrifiés, clignant des yeux. Comme si leur cerveau avait court-circuité. Finalement, ma mère a lâché, c'est tout ce qu'il y a. Caldwell a hoché la tête. C'est exact. Les instructions de Graham sont claires. L'ensemble du patrimoine revient intégralement à Noah. Mon père a bondi en avant, sur sa chaise. C'est scandaleux. Graham l'a manipulé. Nous devrions au moins être co-gestionnaires. Noah est jeune. Il a besoin d'être guidé. J'ai éclaté de rire. Guidé?
Vous ne seriez même pas capable de me guider, jusqu'à un arrêt de bus. Caldwell a levé les mains. Je comprends que les émotions soient vives. Mais les volontés de Monsieur Whittaker sont explicites. Si vous souhaitez contester, vous le pouvez. Je vous préviens toutefois, ce document est inattaquable. Maman s'est penchée en avant, de fausses larmes commençant à briller dans ses yeux. Nous ne contestons rien. Nous voulons juste aider. Noah, mon chéri, tu sais. Ce genre de paperasse est très complexe. Tu ne devrais pas avoir à gérer toute cette pression. Tout seul. Laisse-nous le gérer pour toi, juste le temps que tu prennes tes marques. Je l'ai dévisagé. Vous m'avez jeté dehors à 13 ans. Je pense que je saurais gérer un titre de propriété. Sans votre supervision. Papa a serré les dents, et a chuchoté, ingrat. Caldwell, visiblement lassé par ce cirque, a empilé les papiers. Nous nous réunirons à nouveau, plus tard cette semaine. Pour finaliser les signatures. Pour aujourd'hui, la séance est levée. Et c'est ainsi que la réunion s'est terminée. Mes parents m'ont suivi, hors du bâtiment, se précipitant presque pour suivre mon rythme. Noah, attends, a dit maman. Est-ce qu'on peut parler? Juste un dîner, peut-être? S'il te plaît. En temps normal, je les aurais envoyés balader, mais la curiosité. Et peut-être un sens de l'humour un peu tordu, m'ont poussé à acquiescer. D'accord, juste un dîner, ce soir. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant italien de gamme moyenne, près de chez moi. À mon arrivée, ils étaient déjà assis, les menus intacts. Et leurs expressions de visage soigneusement répétées. Maman a commencé doucement. Nous avons fait des erreurs. Nous le savons. Mais tu dois comprendre que ton père avait des problèmes. À l'époque. Des problèmes de jeu. Ça a ruiné nos finances. Et moi? Eh bien, je luttais contre la dépression. Nous n'étions plus nous-mêmes. J'ai remué ma boisson, avec une paille. C'est pas vrai. Je pensais que jeter son enfant dehors. C'était juste une nouvelle tendance éducative. Ils ont ri nerveusement, puis ont échangé des regards. Et, d'un seul coup, la comédie de la pitié s'est effondrée. Papa s'est penché en avant. Nous avons besoin d'aide. Noah. Les choses n'ont pas été faciles. Nous sommes endettés. Rien que les frais médicaux de ta mère. Maman l'a coupé, la voix basse et pressante. Si tu pouvais nous dépanner de 100 000 $. Juste pour que nous retrouvions une certaine stabilité. J'ai ri si fort, que le serveur a jeté un coup d'œil, dans notre direction. 100 000? C'est votre offre de départ? Même pas d'échauffement. On passe directement à 6 chiffres. Les joues de papa sont devenues rouges. Tu as des millions maintenant. N'agis pas comme si c'était difficile pour toi. Je me suis adossé à ma chaise, les bras ouverts, et j'ai savouré la scène. Correction, j'ai des millions. Vous avez des pâtes? Que vous n'avez même pas encore commandées. La voix de maman est devenue plus tranchante. Nous sommes tes parents. Nous méritons de la considération. J'ai haussé les épaules. Vous en méritiez, de la considération, il y a 15 ans. Vous n'en vouliez pas à l'époque. Le silence s'est prolongé. Le serveur a fini par arriver, pour prendre les commandes. Une ambiance extrêmement gênante. J'ai choisi des lasagnes, parce que je savais qu'il n'avait pas les moyens de m'offrir autre chose, que des excuses. Le dîner s'est terminé rapidement. Ils ont fait une nouvelle demande d'argent. Je leur ai dit de trouver un emploi. Papa a marmonné quelque chose, sur les enfants ingrats, qui détruisent l'héritage familial. Maman s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Comme si elle passait une audition pour susciter la pitié. Je suis sorti de là, en me sentant plus léger. Non pas parce que je les avais revus, mais parce que j'avais la certitude, que rien n'avait changé. La même arrogance, les mêmes petits jeux. La seule différence, cette fois-ci, c'est que j'avais le dessus.
Et les voir se tortiller pour obtenir l'aumône avait plus de valeur que l'héritage en lui-même. Une semaine plus tard, j'étais de retour dans le bureau de Caldwell. Cette fois, il n'y avait pas que lui et moi. Mes parents avaient amené leur propre avocat, un homme dans un costume gris froissé, qui semblait s'être perdu en route pour le tribunal de la circulation. Ils paradaient derrière lui, comme des rois, les épaules en arrière. Des sourires narquois peints sur leurs visages, comme s'ils entamaient leur tour d'honneur. Prêt à corriger ce petit malentendu, a demandé mon père, en posant sa mallette sur la table. Comme s'il s'apprêtait à acheter le bâtiment. Malentendu, ai-je demandé. Ouais, ça a dû échapper à l'esprit de Graham, quand il m'a élevé pendant 15 ans. Alors que vous ne l'avez pas fait. Maman m'a fait un faux sourire. Noah, mon chéri, nous ne sommes pas là pour te combattre. Nous voulons simplement t'éviter de te noyer sous des responsabilités que tu ne comprends pas. Une entreprise qui vaut des millions. Des propriétés, des actifs. Ce n'est pas un coffre à jouets. Je me suis affalé dans ma chaise. Tu as raison. Ça ne l'est pas. C'est exactement pour ça que Graham m'a formé à toutes ces choses. Pendant que vous étiez trop occupé à faire semblant que je n'existais pas. Caldwell s'est éclairci la gorge, puis a fait glisser un classeur de l'autre côté de la table. Avant que cette réunion ne se poursuive, il y a quelques clarifications que nous devons verser au dossier. Leur avocat a bombé le torse. Nous sommes prêts à contester le testament. Ses parents ont été clairement, et injustement, écartés. Ce garçon, il m'a pointé du doigt. Comme si je n'étais pas dans la pièce, a été manipulé. J'ai souri de toutes mes dents. J'adore quand on me rabaisse. Moi aussi. L'expression « ce garçon » me donne l'impression d'être un gladiateur. Sur le point d'écraser quelqu'un. Caldwell n'a même pas scié. Il a ouvert le classeur, et a commencé à tout étaler, page par page. Premièrement, Noah n'était pas seulement le pupille de Graham. À 16 ans. Graham l'a légalement adopté. Voici les documents, signés, scellés, et approuvés par le tribunal. Le stylo de l'avocat s'est figé en l'air. La mâchoire de ma mère s'est littéralement décrochée. Quoi, a-t-elle sifflé? C'est impossible. Caldwell a rapproché les papiers. Pas impossible. C'est un fait juridique. Ce qui signifie que selon la loi, Monsieur et Madame Grant, vous n'avez aucun droit sur cette succession. Les joues de papa sont devenues rouges vifs. Nous sommes ses parents biologiques. J'ai haussé les épaules. Félicitations. La biologie fait de vous des donneurs, pas des parents. Caldwell a poursuivi, toujours aussi calme. Deuxièmement, Monsieur Whittaker avait anticipé cette situation. Il a embauché des détectives privés. Nous avons des rapports qui documentent les tentatives répétées que vous avez tous deux faites au fil des ans. Pour lui extorquer de l'argent, y compris des relevés téléphoniques, des virements bancaires. Et même des emails. Il a tapoté le dossier avec son doigt. Tout est là. Chaque tentative de le presser comme un citron. Et maintenant, après sa mort. Vous voici de nouveau. Leur avocat a mélangé ses papiers, comme s'il voulait se cacher sous la table. Caldwell n'en avait pas terminé. Troisièmement, Monsieur Whittaker a laissé une lettre personnelle. Je vais la lire maintenant. Il a ouvert une page, s'est éclairci la gorge, et a commencé, Noah, s'ils se sont pointés. Je t'avais bien dit qu'ils le feraient. Ils ne changeront pas. Ils reviendront rôder. Dès qu'ils sentiront l'odeur de l'argent. Ne les laisse pas prendre ce que tu as gagné. S'ils essaient. Cette lettre est ton bouclier. N'oublie pas. La famille n'est pas celle qui te met au monde. C'est celle qui répond présent. Quand le reste du monde te tourne le dos. La pièce était plongée dans un silence absolu. Caldwell a alors abattu sa dernière carte. Et pour finir, la clause nucléaire. Si quelqu'un conteste ce testament, tous les actifs la maison. Les économies, les parts de l'entreprise seront automatiquement transférées à une œuvre de charité.
Plus précisément à la Fondation pour le cancer des enfants. Pour être clair, seules les parties ayant une qualité juridique peuvent déclencher cette clause. Les personnes extérieures ne le peuvent pas. Et monsieur et madame Grant n'ont aucun droit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Alors, allez-y, poursuivez-moi en justice. La seule chose que vous y gagnerez, c'est de lancer une campagne de dons. Ma mère a frappé violemment la table, avec sa main. C'est du vol. Vous ne pouvez pas voler notre fils et notre héritage. C'est drôle, ai-je commenté, en me penchant plus près. Parce que, aux dernières nouvelles, vous aviez déjà jeté votre fils dehors. Maintenant, vous êtes juste furieux, que quelqu'un de meilleur ait pris votre place. Papa a grogné. Tu vas le regretter. Je me suis reculé, détendu comme toujours. Non, je ne crois pas. Mais vous pourriez regretter, de ne pas avoir investi dans un miroir. Cela a rendu maman furieuse. Espèce de petit morveux. Après tout ce que nous t'avons donné. Comme quoi, les jeux interrompus. La nuit où vous m'avez largué sur un trottoir. Ou les années de silence qui ont suivi. Un vrai scénario de film à l'eau de rose. Ils ont essayé de crier plus fort que moi. Et d'utiliser toutes les techniques de culpabilisation imaginables. Nous sommes ta vraie famille. Tu comprendras ce qu'implique la loyauté. Quand tu seras plus vieux. Graham t'a lavé le cerveau. Mais c'était pathétique. Ils ressemblaient à des enfants, pleurnichant après avoir été surpris. En train de voler des biscuits. L'avocat a tenté de les calmer, mais ils étaient déjà allés trop loin. Maman a gesticulé dans ma direction, comme si elle invoquait la foudre. Tu te crois très intelligent, mais tu n'es encore qu'un enfant. Tu vas t'effondrer, sans nous. J'ai eu un sourire narquois. Je n'ai fait que m'effondrer sans vous. Pendant toute ma vie. Mais devinez quoi? Je suis toujours debout. Caldwell a fait un signe de la main, et 2 agents de sécurité du bâtiment sont entrés. Ce sera tout. Veuillez escorter monsieur et madame Grant vers la sortie. L'expression sur leur visage, lorsque la sécurité a fait un pas en avant, n'avait pas de prix. Ils ont commencé à protester, affirmant qu'ils avaient le droit d'être là. Et exigeant de parler avec un supérieur. Mais Caldwell a simplement fermé son classeur, et a annoncé « La réunion est terminée ». Voir mes parents être expulsés de cette tour de verre. Hurlant et se débattant sous le regard de tout le monde dans le hall. C'était le genre de satisfaction que l'argent ne pouvait pas acheter. Leurs cris sur la trahison, la loyauté et les liens du sang résonnaient dans le hall en marbre. Cependant, tous les autres ne voyaient en eux que 2 fous furieux et prétentieux. La sécurité a fait sortir mes parents du bureau de Caldwell. Comme s'ils étaient des voleurs à l'étalage. Refusant d'admettre qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Mais, je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'assimilent pas le mot au nom. Ils l'interprètent comme réessai, en criant plus fort. Je n'ai pas attendu. J'ai conduit immédiatement jusqu'au tribunal. Pour déposer une demande d'ordonnance d'éloignement temporaire. Le juge l'a signée, l'après-midi même. Ce soir-là, un huissier leur a remis les documents. Et j'ai envoyé le numéro de dossier par email à la police. Pour m'assurer qu'il était bien enregistré. Je m'attendais à avoir au moins une semaine de répit, avant leur prochain coup d'éclat. Mais ils ne m'ont même pas laissé 48 heures. La caméra de l'allée a montré leur voiture de location, se faufilant à la nuit tombée. Les phares éteints, comme s'ils pensaient que Hertz offrait un mode furtif gratuit. Ma mère était habillée comme pour aller à l'église, et mon père avait l'air prêt à se vendre comme conférencier motivateur. Tous 2 ont remonté mon allée, comme si l'endroit leur appartenait. La sonnette continuait de retentir. Ils s'appuyaient dessus, comme s'ils tentaient de redémarrer la maison. J'ai ouvert la porte, juste assez, pour bloquer l'entrée. L'ordonnance d'éloignement est toujours active. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Maman a souri, avec cette fausse gentillesse qu'elle réservait souvent.
à ceux dont elle voulait obtenir quelque chose. Nous voulons juste 5 minutes. Super, ai-je répondu. Prenez-les en dehors du portail. Il vous en reste 4,5. Naturellement, ils m'ont bousculé pour passer. Comme si j'étais le gérant d'une propriété en location. Papa a étudié chaque recoin du foyer, comme s'il listait mentalement chaque objet sur le bon coin. Maman a fait glisser sa main le long de la rampe, comme si elle décidait déjà de l'endroit où elle allait placer ses vases. Cet endroit, a-t-elle fait remarquer, jetant un coup d'œil autour d'elle avec son ton de vendeuse. Il était fait pour abriter une famille. C'est le cas, ai-je rétorqué, mais pas le genre de famille qui abandonne son enfant. Et qui revient 20 ans plus tard, pour faire la manche. Cela a brisé son sourire, l'espace d'un instant. Puis, papa est intervenu. Laisse tomber cette attitude. Sans nous, tu ne serais toujours rien. Tu nous es redevable. J'ai penché la tête, vers le coin où la lumière rouge clignotait. Dites-le plus fort, pour la caméra. Les juges adorent ce genre de matériel. Son visage est devenu cramoisi. Maman est passée au scénario de la culpabilisation. Me racontant à quel point c'était difficile d'élever des enfants, combien ils avaient sacrifié. Et à quel point j'étais ingrat. Papa a utilisé des tactiques d'intimidation, bombant le torse, levant le menton. Et hurlant des phrases sur le respect. C'était comme regarder les pires acteurs du monde. Concourir pour voir qui pourrait paraître le plus délirant. Je n'ai pas bougé. Je me suis adossé au mur, et je les ai laissés finir leur texte, jusqu'à ce qu'ils réalisent que je ne comptais pas les interrompre. Quand ils ont été à court de répliques, j'ai fait un geste vers l'allée. Le temps est écoulé. Sortez, ou ce sont les flics qui vous escorteront. Papa a souri d'un air narquois. Appelle-les. Nous leur dirons que notre fils a enfermé ses propres parents. À l'extérieur de leur maison. Parfait, ai-je répondu immédiatement, en composant le numéro. Assurez-vous de bien épeler violation de domicile, lorsque vous déposerez votre plainte. Les flics sont arrivés, plus vite que je ne le pensais. Ils étaient déjà au courant de l'ordonnance d'éloignement. Et avaient rempli les formalités nécessaires. Ils ont répondu aux questions par politesse, mais leur langage corporel était clair. Ils étaient fatigués, de voir des récidivistes leur faire perdre leur temps. Après une brève conversation, la police a informé mes parents qu'ils avaient 60 secondes pour partir, sinon ils finiraient sur la banquette arrière. Ma mère a fait un dernier discours larmoyant, et mon père a murmuré des choses sur des malentendus. Mais cela n'avait plus d'importance. Ils sont retournés à leur voiture de location, et ont démarré en trombe. Paraissant plus petits que je ne les avais jamais vus. Pour la première fois, j'ai pris conscience qu'ils n'étaient ni puissants ni effrayants. Ils étaient simplement bruyants. La maison m'a semblé différente, après leur départ. Pas d'une manière pesante, mais dans le sens où, plus personne ne tournait autour pour s'en emparer. Elle était à moi, c'était l'héritage de Graham. Et je n'allais pas laisser 2 piques-assiettes partageant mon ADN, la réduire en miettes. Je n'ai pas gaspillé mon temps. Le lendemain matin, j'ai rencontré les responsables des opérations et des finances. Nous avons pris l'entreprise à bras-le-corps, comme Graham l'aurait souhaité. Il n'y avait plus de superflu, ni de poids mort à traîner. Nous avons retiré les produits qui ne se vendaient pas. Réparé le système d'expédition qui nous coûtait de l'argent, et repensé la boutique en ligne. Pour qu'elle n'ait plus l'air d'avoir été conçue à l'époque des modems 56K. En l'espace de 2 mois, les ventes sur Internet avaient doublé. Les magasins physiques ont finalement écoulé leur stock. Lorsque nous avons cessé de laisser les cartons pourrir dans l'arrière-boutique. À la fin du trimestre, nous avions approuvé 2 nouveaux sites de développement. Ceux-là même que Graham avait entourés dans ses notes, des années auparavant. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un pari. C'était réglementé, propre, et rentable. Les employés l'ont remarqué. Au départ, ils me considéraient comme quelqu'un qui avait eu la chance d'hériter de l'entreprise de son oncle. Mais, lorsque les problèmes ont été réglés avant de faire boule de neige, que les salaires ont été versés à temps, et que je me suis montré présent,
Au lieu de me cacher dans un bureau isolé, ils ont commencé à me soumettre les problèmes sérieux, avant qu'ils ne se transforment en incendie. C'est ainsi que l'on gagne la confiance. Pas avec des discours, mais avec des résultats. À la maison, j'ai continué à parcourir les notes de Graham. Il y avait une boîte que je n'avais pas ouverte jusqu'à récemment. Un coffre en bois qu'il gardait fermé. À l'intérieur se trouvaient des registres, de la correspondance. Et une pile d'enveloppes classées par année. C'était sa façon, de me laisser des miettes de pain pour me guider. La plus récente indiquait, quand tu seras prêt. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier. Fais-toi confiance. N'attends pas la permission des autres. Construis quelque chose de meilleur que ce que j'ai fait. Court, net, et droit au but. Exactement comme lui. J'avais toujours laissé les caméras tourner. Peut-être que mes parents essaieront encore. Peut-être que non. Le sentiment d'avoir tous les droits ne meurt jamais. Il se cache simplement, jusqu'à ce qu'il vous croie épuisé. Mais je n'étais pas épuisé. Chaque fois que je passais devant le terrain où notre nouveau magasin était en construction. Chaque fois qu'un bilan s'affichait dans le vert plutôt que dans le rouge. Et chaque fois que je fermais la maison, en sachant qu'elle était en sécurité. Cela me semblait être un clou de plus, dans le cercueil de leur emprise sur moi. Ils ont eu leur chance quand j'étais enfant. Ils l'ont jeté aux ordures. Graham l'a ramassée, et l'a transformée en quelque chose de grand. Et maintenant, il m'appartenait de la faire prospérer, plutôt que de simplement survivre. C'est cela qui m'a permis d'aller de l'avant. La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était sur une vidéo floue. Filmée à l'extérieur de la clôture. Ils roulaient lentement, vitres baissées, regardant fixement. Comme des visiteurs qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un billet d'entrée. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas sonné. Ils ont juste scruté les lieux. Sans doute conscients que la seule façon de voir l'intérieur un jour serait à travers la caméra de sécurité. Je n'ai pas fait signe de la main. Je ne suis même pas sorti. J'ai simplement laissé la caméra les filmer, s'éloignant et devenant de plus en plus petits. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Graham m'a partagé cette réflexion un jour, certaines personnes grandissent. Lorsqu'elles perdent le pouvoir. D'autres rétrécissent. Tes parents. Ils rétréciront. Toi. Tu as intérêt à grandir. Je ne le comprenais pas à l'époque. Maintenant, si. Et, alors que je me tenais dans le bureau, regardant nos statistiques trimestrielles sur l'écran. Entendant le personnel plaisanter dans le couloir. Et regardant les équipes de construction poser la première pierre de nos nouveaux magasins. J'ai réalisé que j'avais grandi.